Bonjour Sophie, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Voix des émotions. Ici, on plonge au cœur de ce qui nous anime, sans filtre, pour mieux comprendre nos émotions. Sophie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central pour beaucoup d'entre nous. Se libérer du regard des autres pour exister pleinement par soi-même. Nous allons explorer la reconnaissance sociale et son impact, tout en découvrant une histoire inspirante. Allons-y, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la voix de Sophie. Il était une fois Paul, un jeune cadre talentueux dans une entreprise de conseil. Perçu comme un leader naturel, il excellait à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions rapides. Ses collègues le respectaient, mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la pression constante qui pesait sur lui, une pression alimentée par le regard des autres. Depuis son enfance, Paul cherchait à impressionner, que ce soit ses parents, ses amis ou ses collègues, il mesurait sa valeur à travers leur retour. Une bonne note, un compliment au travail, une promotion, tout cela lui procurait un soulagement temporaire, suivi d'une peur omniprésente. Et si cette fois, je n'étais pas à la hauteur, que penserait-il de moi ? Et un jour, lors d'une présentation importante, Paul perdit ses moyens et bafouilla à plusieurs reprises. Il sentit immédiatement le regard de son manager peser sur lui. Une pensée paralysante le traversa. Il doit se dire que je suis un imposteur. En fait, si je comprends bien, Sophie, Paul a sans doute interprété à tort l'attitude de son manager. Il s'est focalisé sur cette petite erreur et a tout amplifié dans sa tête. Exactement. On a tendance à projeter nos propres insécurités sur les autres. Il y a souvent, vraiment souvent, un décalage entre ce que nous imaginons du jugement des autres et ce qu'ils pensent réellement. On a tendance à surinterpréter parce qu'on y met tout notre vécu. Bah oui, parce qu'en plus, il est fort possible que son manager, il ait même pas relevé ce détail. Le parcours de Paul montre bien à quel point le besoin de reconnaissance sociale peut devenir une pression écrasante. Mais avant d'aller plus loin, Sophie, il est important quand même de souligner une chose essentielle. La reconnaissance sociale, c'est quelque chose de naturel et de fondamental pour l'être humain. Ah ça, Claire, ça m'intéresse. Explique-moi un petit peu plus. Alors, commençons par le début. Tout être humain cherche naturellement à être reconnu socialement. Prenons un exemple simple. Vous entrez dans un ascenseur et il y a déjà quelqu'un. Vous allez instinctivement le regarder, peut-être même le saluer, et vous ajusterez votre position pour respecter une distance sociale acceptable. Ce simple geste montre que vous avez reconnu l'existence de l'autre et qu'il vous a également reconnu en retour. C'est un processus naturel et presque automatique qui fait partie de notre quotidien. Oui, tu as tout à fait raison. Cette reconnaissance sociale, elle fait totalement partie de notre nature humaine. Elle nous permet de nous situer dans notre environnement et de créer les liens les uns avec les autres. Et oui, mais lorsque ce besoin naturel devient une quête incessante de validation, comme dans le cas de Paul, cela peut finir par prendre le contrôle de notre vie. Et plutôt que d'enrichir notre identité, il nous pousse à nous conformer aux attentes des autres. On passe alors d'un besoin naturel de se connecter aux autres à une forme de dépendance à leur regard. Et cette dépendance, tu sais Sophie, elle peut avoir un impact profond sur nos émotions. On se met à douter de notre valeur dès qu'on ne reçoit pas les signes de reconnaissance. Et pire, on se sent mal dès qu'on reçoit une critique, même légère. Et ce besoin de validation sociale, Claire, il peut parfois nous emmener sur un terrain encore plus glissant. Tu veux bien nous parler du syndrome de l'imposteur, s'il te plaît ? Oui, en effet, Paul, il utilise ces mots dans ton histoire. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est cette impression, en fait, de ne pas mériter ses succès, de croire qu'on a trompé les autres et qu'ils finiront par découvrir qu'on n'est pas à la hauteur. Même en cas de réussite, on a l'impression que tout est dû à la chance ou sur un malentendu plutôt qu'à ses compétences réelles. Et tu vois, c'est fascinant ce que tu dis parce que, en t'écoutant, je me dis que ce sentiment, il peut toucher n'importe qui, en fait, même des personnes qui sont objectivement très compétentes. Ouais, exactement, Sophie. Ce syndrome, il se limite pas au début de carrière ou à ceux qui manquent d'expérience. De nombreux talents, comme des dirigeants, des artistes, des universitaires, par exemple, ils peuvent en souffrir.
Et c'est souvent lié à un perfectionnisme excessif, à la peur de l'échec et surtout à une dépendance de la validation extérieure. Des attentes en fait si élevées que même des succès ne suffisent pas à calmer ce doute. Il est important de comprendre que ce syndrome n'est pas figé dans la personnalité. Tout le monde peut en être affecté à un moment donné dans sa vie. Quelles que soient ses réussites ou son parcours, on peut subir ou vivre ça. D'ailleurs, pour la petite stat, près de 70% des personnes en font l'expérience au moins une fois dans leur vie. Et tu sais quoi ? Je pense que j'y suis passée moi-même, moi aussi à un moment, Claire. Ouais, je pense que c'est bien possible et moi également. On se connaît bien. Et tu sais, Claire, je sais que ce thème du regard des autres, il résonne particulièrement en toi. C'est vrai, Sophie. C'est vrai que j'ai mis des années à comprendre à quel point je fondais ma propre identité sur le regard des autres. Tu sais, je me souviens à l'âge de vers 16 ans, je ressentais déjà ce malaise sans pouvoir vraiment le formuler. Tu sais, je m'étonnais de ne pas avoir vraiment d'opinion, je voulais rien défendre. Et j'ai réalisé en fait que j'avais appris à répondre aux attentes de tout le monde, à m'adapter pour plaire, comme un caméléon. Je faisais les choses pour les autres, mais jamais pour moi. Et au fond, en fait, je crois que je savais pas vraiment ce que je voulais. Et avec le recul, tu arrives à comprendre ce qui t'a poussé dans cette direction ? Oui, avec un peu d'analyse, un peu d'expérience, j'ai quelques éléments de réponse, Sophie. En fait, tu sais, j'ai grandi dans une famille où la réussite, c'était au cœur de l'éducation. Mes parents, ils ont fait de leur mieux, et je leur en veux pas. Mais il y avait une forte pression sur les performances. Il fallait être le meilleur, tout le temps, en toute occasion. Par exemple, tu vois, lorsque je ramenais de bonnes notes, mes parents me félicitaient, ils me montraient de l'affection, et je me sentais vraiment aimée. Mais quand les résultats ils étaient en dessous de 15, voire même 16 sur 20, l'ambiance, je peux te dire qu'elle changeait. J'appréhendais de rentrer à la maison, parce que mes parents, en fait, ils devenaient froids, distants, et même je pouvais même être punie si j'avais pas une bonne note. Et une mauvaise note, ça signifiait en fait que j'avais pas été à la hauteur. Ma mère, elle me répétait souvent cette phrase « Au pays des aveugles, les borgnes sont rois », comme pour me rappeler en fait que l'excellence, ça devait être la normalité. J'ai donc, malgré moi, associé l'amour et la reconnaissance à ma capacité à répondre aux autres. En toutes circonstances, je répondais à leurs attentes en fait. Et cette stratégie, tu sais, elle m'a menée très très loin, jusqu'à me perdre totalement. À tel point que dans mon ancien mariage, j'étais devenue la femme que mon ex-mari attendait que je sois. J'avais tellement intégré ses attentes, les siennes, que j'adaptais mon comportement vraiment pour lui correspondre. J'étais devenue la femme parfaite pour lui. Mais moi, où est-ce que j'étais ? Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Tu sais, le mariage, en fait, ça agit comme un électrochoc sur moi. Un réveil brutal après des années d'endormissement. À 30 ans, je me reconnaissais plus du tout. Et Claire, c'est super important ce que tu dis, et je dirais même que le regard de l'autre, il commence très tôt. Ce que tu partages sur ton expérience résonne profondément avec la théorie de l'attachement. Et dès l'enfance, notre rapport au monde, il est façonné par la manière dont nos parents ou nos figures d'attachement répondent à nos besoins. Quand un enfant il se sent en sécurité, c'est-à-dire que lorsqu'un parent est attentif et réactif à ses besoins, il va développer ce qu'on appelle un attachement sécure. Cela lui donne confiance pour explorer le monde. Il n'a aucun mal à essayer de nouvelles choses parce qu'il sait que de toutes les façons, il peut revenir vers ses parents qui le sécurisent s'il en a besoin. Et cet environnement de confiance lui permet de se construire avec une certaine assurance sans avoir à craindre le rejet ou l'abandon. À l'inverse, si le parent ne répond pas adéquatement aux besoins de l'enfant, souvent parce qu'eux-mêmes sont pris dans leur quotidien, leurs propres défis, leurs challenges, il peut développer une forme d'attachement insécure. Il va alors apprendre qu'il doit mériter cette attention. Et dans ton cas, Claire, tu as appris très jeune que les bonnes notes étaient la clé pour obtenir la reconnaissance de tes parents. Et chez Paul, le personnage de notre histoire, cette pression, elle est devenue tellement intense, la reconnaissance, il en avait tellement besoin, qu'il a fini par somatiser et développer une dépendance émotionnelle. Ouais, Sophie, c'est exactement ça, tu as bien compris. Et pour aller un peu plus loin et pour illustrer cette idée, j'ai une image en tête. Je te la partage. Imagine que nous vivons dans une pièce remplie de miroirs déformants, comme dans une galerie des glaces. Chaque miroir reflète une version différente de nous.
Certains nous allongent, d'autres nous rapetissent, et certains nous déforment complètement. Ces miroirs, en fait, ils symbolisent le regard des autres, leurs attentes, leurs jugements et leur opinion sur nous. Et si l'on passe notre temps à ajuster notre posture en fonction de ce que chaque miroir nous renvoie, on finit par ne plus savoir à quoi on ressemble réellement. Et tu sais, Sophie, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai passé des années à me conformer à ces reflets. Je parlais de déclic tout à l'heure, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. J'ai quitté tout du jour au lendemain. Je ne pouvais plus vivre dans l'image que j'avais construite à travers le regard des autres et à travers le regard notamment de mon ancien mari. Et c'est une image forte, et puis c'est une décision super structurante que tu as prise. Parce que pour retrouver ton vrai reflet, il a fallu que tu sortes de cette situation. C'est comme sortir de cette pièce des miroirs déformants et que tu te trouves un endroit où tu pouvais te voir tel que tu étais et surtout sans le filtre des autres. Mais comment t'as fait en fait pour tout recommencer à zéro? Parce que vraiment, décision hyper importante et rapide et forte. Ouais, surtout à 30 ans. Mais je me souviens d'une chose très simple et qui a été vraiment essentielle pour moi. En fait, j'avais 2 listes sur mon téléphone. La première, elle s'appelait Dream List, où je notais tous mes rêves, même les plus fous, même les plus inaccessibles. Et l'autre, elle s'appelait Petit plaisir de la vie. Elle était dédiée aux choses simples qui me faisaient sourire ou me procuraient du bien-être. Et ça pouvait être, tu vois, par exemple, aujourd'hui j'ai souri à un inconnu, ça m'a fait du bien. Ou ce matin j'ai mangé une crêpe au chocolat, oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Mais la vraie question, Claire, la vraie question, c'est comment on peut être pleinement soi-même? Alors, je pense qu'avec le recul, c'est essentiel d'avoir un refuge où notre véritable soi peut s'épanouir librement. Et ce refuge, il peut prendre la forme d'une passion, d'un loisir créatif, même d'un endroit physique, tu vois, comme son jardin où l'on peut être authentique sans la pression des attentes extérieures. Je sais que moi, aujourd'hui, mais je peux passer des heures dans mon jardin et des fois, ça fait 3 heures que j'y suis, alors que j'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Et j'ai aussi commencé à faire des choses seule, comme voyager, aller au restaurant ou au cinéma sans personne. C'était un moyen d'explorer mes goûts, mes émotions et d'apprécier vraiment ma propre compagnie. Et puis j'ai écrit des poèmes, des réflexions, et ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur ce que je ressentais. À travers ces écrits, j'ai découvert des parties de moi que j'avais ignorées pendant des années. C'était comme retrouver une amie perdue depuis longtemps, moi-même. Et souvent, la solitude, elle est perçue comme quelque chose de négatif. Toi, tu as réussi à l'utiliser pour te reconstruire, pour te retrouver surtout. Et cependant, on peut quand même, la solitude, elle fait un peu peur parce qu'on peut ressentir ça un petit peu comme un isolement ou une forme de vide. En réalité, tu nous expliques qu'elle peut être une vraie source précieuse de ressourcement. La solitude nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, d'écouter nos propres pensées et émotions, loin du bruit des attentes extérieures. Prendre du temps seul, c'est comme sortir de cette pièce pleine de miroirs déformants et de se retrouver face à un miroir clair et net. Dans ces moments de solitude, on peut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Ouais, ça a vraiment été très libérateur pour moi. En fait, j'ai appris à me valider par moi-même, à me suffire et à apprécier ce que je suis, sans attendre que ce soit les autres qui me le disent. Et ça a vraiment été nouveau pour moi. Exactement. Et en fait, se donner la permission d'être seule, c'est aussi la décision que tu as prise. Tu as tout remis en cause du jour au lendemain. Ça a été un véritable tournant. Et une fois franchi, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière. Dès qu'on se connaît, dès qu'on apprend à se connaître, on ne peut plus revenir en arrière. C'est aussi le droit, se donner ce droit d'être authentique, d'être soi-même sans filtre. C'est dans ces moments de solitude choisie qu'on peut réellement bâtir une estime de soi solide, une estime qui ne dépend plus des jugements extérieurs. Ouais, et puis plus on se connaît soi-même, plus on comprend nos véritables envies, nos attentes, voire même des talents cachés qu'on découvre. Et d'ailleurs, c'est pas parce que l'une de nos capacités semble évidente qu'elle doit forcément définir notre parcours ou notre métier. C'est vrai que moi, avec mes parents qui m'ont éduquée dans l'excellence, du coup, j'avais développé plein de compétences dans plein d'activités extrascolaires, scolaires, tout ça, etc. Et à un moment donné, j'étais un peu perdue. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Est-ce que je dois rester psy? Est-ce que je dois devenir ça? Enfin, j'avais plus de repères. Et en fait, il y a un truc que j'ai appris et que j'ai compris. C'est que
C'est pas parce que l'une de nos capacités semble évidente qu'elle doit forcément définir notre parcours ou notre métier. Explorer qui l'on est vraiment ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Et d'ailleurs, Sophie, ça sera le thème de notre prochain épisode. Exactement. Comment nous définir pas uniquement par nos compétences et nos capacités, mais qu'est-ce qui nous motive vraiment ? Si cet épisode vous a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire pour partager vos expériences. On est curieuse de savoir comment vous gérez ce besoin de reconnaissance sociale dans votre propre vie. Merci Sophie, merci à tous pour votre écoute et surtout n'oubliez pas, soyez bienveillants avec vous-même. Vous êtes le héros de votre vie.